Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 29 avril 2024. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler des crypto-zombies, forcément. On va parler aussi des grosses nouvelles macroéconomiques qu'on va voir cette semaine. On a beaucoup de news. Et on commence tout de suite par les crypto-zombies du journal Forbes. Les 20 blockchains qui sont actuellement considérés comme des crypto-zombies. Alors, pour savoir un petit peu la représentation, ils sont partis du principe identique que l'on retrouve sur la bourse américaine, dans lequel il y a aussi des entreprises zombies qui n'ont pas assez de cash pour pouvoir payer leurs charges, mais qui sont toujours cotées excessivement cher. C'est un peu le même principe, sauf qu'ils ont essayé de faire ça sur les cryptos, et ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ils se sont basés sur plusieurs choses. La TVL, les frais collectés, et globalement les développeurs sur l'année 2023. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils en ont relevé que 20. Moi, si je fais la même chose, j'en relève un peu plus de 100, 150, 200, 300, voire même 80% de l'ensemble des cryptos. Voire même 90% de l'ensemble des cryptos. Et la valorisation des cryptos et des blockchains à l'heure actuelle ne se fait pas par ces indices-là, parce que ce n'est pas un marché qui est déjà régulé et qui est déjà structuré, mais qui est un marché en hyper-croissance et un marché d'innovation. Je rappelle que le meilleur exemple pour moi, c'est l'entreprise Tesla et la valorisation de l'entreprise Tesla qui ne représente absolument pas sa capacité à pouvoir générer des profits. Et c'est justement le recul qu'il faut prendre, et c'est pour ça que dans le top que je vous ai fait hier, il y avait en effet des crypto-zombies, et que ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas fonctionner, il faut sortir de ça, et justement, il faut prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Pour moi, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a la communauté qui est derrière, l'évolution de la technologie qui est proposée, l'utilisation, et ensuite, oui, peut-être la TVL, les frais collectés, mais avant tout, ça va être vraiment la communauté, étant donné que l'écosystème crypto porte vraiment sur la communauté d'utilisateurs, communauté de développeurs, communauté d'investisseurs. Et c'est là où il faut prendre justement un maximum de recul, et on voit que dans ces cryptos, on a quand même certains avec une très grosse communauté qui ont montré qu'ils étaient capables d'être résilients avec le bear market, avec tout ce qui s'est passé, et c'est là où c'est important. D'autre part, ici nous avons Cryptos qui rajoute sur le fait qu'ils considèrent des blockchains qui sont proof of work et des blockchains qui sont en proof of stake qui sont totalement différentes, et je suis tout à fait d'accord aussi, donc on prend un maximum de recul par rapport à ça, et pour moi c'est juste un indicateur, peut-être que certaines blockchains qui sont dedans sont considérées comme des crypto-zombies, alors qu'il n'y a pas forcément de raison, et ça veut dire qu'elles sont sous-évaluées, c'est là où ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons IO.net, où il y a un gros FUD autour, et ce qui est intéressant de voir, c'est le FUD se fait autour du nombre de GPU qui sont disponibles, et a priori, il y a eu une metadata attack, donc c'est-à-dire qu'il y a la donnée qui a été injectée, qui a été fausse, dans lequel une grosse partie des GPU ne sont pas dispo. Quand on va un petit peu plus loin et qu'on regarde la prise de parole du CEO principalement, il explique que il y a eu une attaque pour pouvoir récupérer les récompenses des GPU sans forcément mettre à disposition les GPU, et donc là, ils redescendent à 10 000 GPU disponibles, et ils vont faire un maximum pour pouvoir continuer à traquer ceux qui sont vraiment disponibles, et normalement ça va se réguler. Et surtout, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 jours, ils ont vu à peu près 1,8 million de faux GPU qui ont essayé de se connecter au réseau, et c'est là où ils sont en train d'améliorer grandement leur capacité à pouvoir valider si oui ou non le GPU est un véritable GPU et s'il est utilisable. En parlant d'ailleurs de GPU, d'utilisation et de hash rate, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons Marathon Digital qui revoit à la hausse ses ambitions pour le Bitcoin et veut doubler son hash rate d'ici fin 2024. Et donc, c'est un niveau qui est très important. Et pour moi, ça montre aussi que le halving fait son effet et que, contrairement à ce qu'on aurait pu escompter, la difficulté du réseau et le hash rate n'est pas en train de diminuer. Il y a eu une petite inflexion, mais ça reste très haut. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, soit c'est très rentable de miner du Bitcoin, même avec le halving, soit il y a une forme de latence qui se met en place, c'est-à-dire des personnes qui patientent tout simplement en minant du Bitcoin à perte, parce qu'ils ont la capacité et la trésorerie, et vont ensuite les vendre une fois qu'il y aura une accélération haussière. Donc pour moi, il y a les deux qui sont à prendre en considération, mais le hash rate maintient et à un niveau très élevé avec des ambitions d'augmenter. Donc je pense que c'est un très bon signe, malgré le fait que la ligne soit passée.
Côté réglementation, ça s'accélère, hein. Je pense qu'on va avoir la loi sur les stablecoins d'ici quelques semaines, un maximum. La seule question que l'on peut se poser, c'est quel va être le régulateur de ce stablecoin. En tout cas, quel est l'institut qui va réglementer ceux qui peuvent proposer des stablecoins. Dans tous les cas, on sait que USDC est placé pour être en conformité avec cette loi. Par contre, on sait aussi que USDT, donc c'est-à-dire le stablecoin de Tether, ne sera pas parmi ceux qui passeront, je pense, la partie compliance. En tout cas, ça va être vraiment très très compliqué, comme ils l'ont noté. De toute façon, dans tous les cas, ils ne vont pas le faire en Europe. Pourquoi ils le feraient aux États-Unis? Au niveau des éléments importants de cette semaine, nous avons beaucoup de choses, éléments vraiment importants, critiques. Ça va être ici le FOMC à 20h le mercredi 1er mai avec la décision de la Fed de, je pense, ne pas bouger les taux, mais surtout ce qui va être important, c'est la conférence qui est après, une demi-heure après. Je vous invite vraiment à écouter cette conférence de presse, toujours Jérôme Powell fait sa déclaration, et ce qui est important, c'est derrière les questions-réponses qui tombent, et là-dessus on a toujours une hyper attentivité de l'écoute sur la prise de parole et sur la réponse qui est effectuée de Jérôme Powell, les mots qui sont utilisés, et ça va être très important au vu des risques de stagflation, et que j'ai abordé dans ma vidéo de samedi. D'ailleurs, en parlant de la vidéo de samedi, on revient sur justement la First Republic Bank dans lequel on a été vendu par Fulton Bank. On sait que déjà, ça a été plus ou moins pricé par le marché, mais moi ce que j'attends c'est l'ouverture au niveau du marché 14h30 américain. Est-ce que oui ou non on aura une appréciation à la baisse sur une potentielle peur qui pourrait se mettre en place, ou si le marché américain continue à pousser à la hausse, ce qui serait plutôt positif sur le court, moyen, long terme. D'ailleurs, avant d'attaquer la partie technique, j'aimerais vous demander un service. Pour tous ceux qui l'ont pas encore rempli, merci à tous ceux qui l'ont fait, il y a un sondage en description et en commentaire, c'est 3 à 5 minutes maximum. Merci beaucoup, ça m'aide énormément à connaître votre avis par rapport à ce que je fais, c'est très très important pour moi. Si vous prenez vraiment 3 à 5 minutes pour le remplir, ça me fait excessivement plaisir, c'est en commentaire et en description. Merci à tous et toutes. Donc, on revient sur l'analyse technique avec la partie purement macro dans un premier temps. S&P 500 qui a eu une très belle accélération semaine dernière. On attend vraiment de voir en fait l'ouverture des marchés dans lequel on pourrait avoir une continuité baissière. Est-ce que ce sera porté principalement par cette nouvelle-là? Je ne pense pas. Je pense que ce sera plus par la peur de la stagflation, et l'élément qui va être vraiment crucial, je pense, ça va être mercredi. Mercredi, il va falloir accrocher certainement sa ceinture, à savoir que le VIX est en réaction en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il réagit à des cours économiques et n'anticipe pas, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas dans l'anticipation, les fonds ne sont plus dans l'anticipation, ils sont réellement dans la réaction. Ça veut dire qu'il y a une forme réellement d'instabilité, et c'est quelque chose qui est de plus en plus marquant et qu'il va falloir surveiller à terme, surtout que on a un dollar qui est très haut. Alors c'est plutôt positif, je vous l'ai expliqué samedi, en tout cas c'est plus ou moins contrôlé de cette façon-là. On va avoir une forme de retracement. À partir du moment où on arrive dans ce haut de range, on peut supposer qu'il y a deux possibilités. Soit on consolide dans cette partie-là et on arrive à consolider au-dessus, ça veut dire qu'on aurait un dollar qui retournerait au-dessus des 107 $, donc ça veut dire qu'on irait chercher quelque chose de très haut, et là ce serait vraiment une forme de réaccumulation pour aller beaucoup plus haut, et ça veut dire un dollar très très fort, ça serait pas positif pour les assets à risque comme par exemple le Bitcoin et les crypto-monnaies. Par contre, si on arrive à consolider ici, ou même tout simplement ici, parce qu'on est dans un haut de range là, pour aller chercher plus bas, vers les 102, et rester dans ce range 107-102, ce serait excessivement positif pour justement les assets à risque pour la suite. Et maintenant au niveau du Bitcoin, vous allez voir que c'est très intéressant, parce que quand on regarde actuellement ce que nous avons sur le CME, donc Chicago Mercantile Exchange, on voit que, en effet, on a bien une dépréciation, on a bien une perte du momentum très fort que l'on a pu avoir, cette hyper-accélération, et on le corrèle très facilement avec tout simplement les inflows et les outflows des ETF, surtout que nous avons eu un jeudi et vendredi qui ont été négatifs, très négatifs, avec quasiment zéro inflow qui ont été effectués sur Fidelity et BlackRock, ce qui est vraiment symptomatique d'une inquiétude, voire une incertitude du marché en général, non pas sur les crypto-monnaies, mais sur l'ensemble de cette peur de la stagflation que l'on a pu avoir, et donc, tant qu'on n'aura pas un retour des inflows, on aura tout simplement une période de ranging, et à ce moment-là, le narratif qui va être repris, tout simplement, c'est le narratif classique de la fractalité, dans lequel on va avoir le halving, le post-halving. Le post-halving, c'est quoi? C'est généralement une période dans laquelle soit on range, soit on retrace, d'accord? C'est soit les deux, en fonction des différents cycles que l'on a pu déjà voir, avant d'avoir une hyper-accélération, entre 2, 3, 4 mois après, par la suite, en fonction, encore une fois, des cycles. Il va falloir être patient par rapport à ça. Le seul élément qui pourrait chambouler ce système-là serait,
le retour des inflows massifs au niveau des différents ETF, ou une nouvelle catalysante dans laquelle on irait chercher beaucoup plus bas, comme on a pu le connaître sur le cycle précédent. Très court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est allé retester ici l'order block. Je pense que là, on va avoir vraiment soit un signe d'une mise en place d'une réaccumulation, donc quelque chose qui va se maintenir comme ça avant de pouvoir faire une petite prise de profit, une petite prise de liquidité, retest, et ensuite on repart à la hausse. Et là, forcément, on ira chercher les liquidités qui se trouvent ici pour potentiellement aller retester les 69-70, avant de potentiellement soit faire une baisse, soit de maintenir. Là, ça va être vraiment important de voir ce que l'on a, soit une redistribution, soit une réaccumulation, soit on casse. Et si on casse, je peux vous dire que là, par contre, ce sera une bougie qui sera violente, dans laquelle on ira chercher à minima les 60K. Et si jamais on casse vraiment les 60K, on a toujours nos targets de liquidité qui sont à 57 984, 56 000. Donc quelque chose qui est, encore une fois, classique par rapport à ce que je vous présente. Si on dézoome un petit peu, justement, vous allez voir que nous sommes toujours dans notre période de ranging, nous sommes toujours sur un niveau bas qui a été statué, niveau haut qui a été statué, et on oscille entre les deux. Et quand on regarde les liquidités et les clusters de liquidation qui se trouvent là, on voit que c'est exactement identique. On a les gros clusters de liquidation qui sont au-dessus, les gros clusters de liquidation, certes, qui sont quand même bien moins importants, mais en longue, en dessous des 60K, et on va osciller entre les deux. Le point très fort pour moi ici, c'est 67 000, où on a vraiment beaucoup de shorts qui sont en attente, donc ça veut dire que ça appuie très fortement, mais aussi c'est une grosse incentive à aller chercher ce niveau-là. Quand on regarde au niveau de l'order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est que on maintient, hop, ici, les niveaux longs des top traders, donc ça veut dire qu'on rachète en fait ce mouvement-là, donc on est peut-être dans une réaccumulation, pour aller chercher un petit peu plus haut. C'est pour ça que j'ai plus ou moins une petite confirmation, j'attends d'avoir le reste des confirmations, pour me dire que la prochaine étape serait plutôt aller chercher les 69-70, aller chercher ce cluster de liquidité qui est là, voire même peut-être un tout petit peu plus bas, mais on sera poussé très fortement, ça va dépendre si les 65 sautent très facilement ou pas, et si on a la mise en place d'un short squeeze, ça encore une fois on le verra au moment venu. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'on a un très beau rebond au niveau d'Ethereum sur BTC, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une petite surperformance d'Ethereum sur Bitcoin, et du coup on peut se poser la question d'alt season ou non, en tout cas beaucoup de personnes commencent à se la poser. Je pense personnellement que c'est encore trop tôt et trop anticipé, il va falloir attendre déjà en tous les cas, je pense, la réponse macroéconomique, la réaction de la réponse macroéconomique à mercredi, comment ça va se dérouler, comment le marché américain va jouer ça, et je pense qu'en fonction de ça, on verra oui ou non des retours de liquidité, et si oui, on a un cours du BTC qui se maintient, on pourra avoir une alt season, mais je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt, surtout quand on regarde le moral actuel des troupes, on voit que on est quand même au-dessus de 60K, et on a un moral qui est pas loin des 40, voire même des 25, et c'est là où on a une disparité entre les deux, et je pense que ce n'est pas propice à avoir une alt season, mais plutôt propice à avoir un short squeeze au niveau du Bitcoin, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc encore une fois, on prend un petit peu de recul et on patiente. Dans ces périodes, malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire que de patienter et de se préparer, ces différentes stratégies. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.